a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter et une BD. Alors j'ai un petit peu mal à la gorge, donc je vais pas parler trop fort et j'espère que surtout ça va se maintenir tout le long de la vidéo, mais normalement en faisant attention ça devrait aller. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Hadley et Grace, donc de Suzanne Redfern aux éditions Faubourg Marigny. Vous savez que j'aime énormément cette maison d'édition. Je l'ai lu il y a quelques temps parce qu'en fait il est sorti, je l'ai acheté et en fait on m'avait tellement promis un truc genre à la Thelma et Louise et j'aime tellement Thelma et Louise qu'en fait j'ai un peu sauté dessus. J'ai passé un excellent moment de lecture, il est très différent des romans qu'on peut lire habituellement chez Faubourg Marigny, enfin en tout cas de ceux que moi j'ai lus. Déjà on n'est pas sur une double temporalité, et puis bon, on est en quelle année je ne sais plus, mais on est dans un roman vraiment plus contemporain. Donc on suit Hadley et Grace. Alors je vais pas me tromper, voilà. Alors Hadley elle est mariée à un homme un homme d'affaires on va dire, voilà. Dans la petite ville où ils habitent aux États-Unis, c'est un homme d'affaires assez connu. Elle est mariée avec cet homme, elle a 2 enfants et un chien, et elle mène une vie pas super, on va dire. Alors en fait elle a 2 enfants, en gros elle a une fille et elle s'occupe du petit garçon de sa sœur. Alors il a un retard, alors je sais pas trop s'il est autiste ou s'il a un... Il est différent, voilà, on va juste dire qu'il est différent, c'est plus simple. Et du coup sa mère ne veut pas s'occuper de lui, donc c'est Hadley qui s'occupe de lui. Et donc elle mène sa vie avec sa fille aînée, son neveu, et... voilà, elle essaye de mener sa petite barque comme tout à chacun en fait. La seule différence c'est que elle, son mari, est très caractériel et peut devenir limite violent. On va dire qu'elle subit des violences. Je vous laisse découvrir tout ce qui en suit, mais elle a vraiment une vie qui est assez compliquée. À côté de ça, on suit Grace, qui elle aussi a pas une vie très simple parce que, alors elle est mariée à un militaire, mais alors ça se passe très bien avec son chéri. La seule chose, c'est qu'en fait, il est accro au jeu et il les met constamment dans des situations financières catastrophiques. Et encore une fois, il a perdu tout leur argent au jeu. Grace, elle a plus du tout d'argent pour nourrir leur bébé, pardon. Elle se démène comme elle peut. Elle travaille pour le mari d'Hadley, voilà, elle essaye désespérément de se dépatouiller, et puis quand elle va entre guillemets se faire arnaquer par le mari d'Hadley, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Hadley et Grace, elles vont se rencontrer d'une façon assez particulière. En fait, Hadley décide un jour, elle est censée partir en vacances chez sa sœur, et elle se dit que c'est le moment idéal, puisque son mari est au courant, qu'elle doit partir avec la voiture, donc ce sera normal qu'elle emmène des valises, etc. Elle se dit que c'est le moment pour se barrer, en fait, pour quitter son mari. Du coup, elle décide de profiter de cet instant pour partir, sauf que pour commencer une nouvelle vie, il lui faut de l'argent. Donc elle, ce qu'elle décide de faire, c'est d'aller au bureau de son mari, et d'aller ouvrir le coffre-fort et de piquer le fric, en fait, tout simplement, pour commencer une nouvelle vie. Elle a pas l'impression que c'est un vrai vol, vu que c'est celui de son mari, enfin bref. Grace, elle, pareil, elle doit de l'argent à tout le monde à cause de son mari, et elle est très en colère contre le mari d'Hadley, vu qu'il l'a arnaqué. Donc elle décide d'aller se servir, donc d'aller également au bureau et d'ouvrir le coffre. Hadley et Grace vont se retrouver toutes les deux au moment où chacune veut braquer le bureau, et par la force des choses, elles vont devoir s'entraider, et une fois ce casse fait, elles vont aussi devoir fuir, parce qu'elles vont se retrouver pourchassées, poursuivies par le FBI, mais pas vraiment. Alors, en fait, au départ, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais au départ, elles sont plus recherchées comme témoins, et ensuite, comme elle fuit, elle commence à faire plein de conneries, et elles vont finir par ne plus être simplement poursuivies pour témoignage, mais peut-être aussi pour délit et autres, quoi. C'était hyper intéressant.
La façon dont se noue l'amitié entre Hadley et Grace était vraiment chouette. Apprendre leur histoire à chacune était très très cool. La dynamique avec les enfants, parce qu'il y a les enfants qui sont là, il y a quand même 3 gamins. C'était vraiment... Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était attachant, c'était différent. Il y avait un petit côté barré. Effectivement, un petit côté barré à la Thelma et Louise. Et c'était vraiment chouette, c'était frais. Enfin frais, on se comprend, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, et c'est surtout lié, parce que l'histoire elle a rien d'exceptionnel, mais c'est surtout lié aux personnages, que ce soit Hadley et Grace, ou que ce soit les 3 gamins, c'était vraiment hyper attachant, et j'ai passé un super moment de lecture, donc je peux que vous recommander ce roman, voilà, à découvrir. Je vais ensuite vous parler de After Love, donc de Tanya Byrne, bref. Aux éditions, je crois que c'est Hachette. J'avais trop envie de lire ce livre. Dès qu'il est arrivé, c'est pareil, j'ai sauté dessus. Parce que j'aimais beaucoup la thématique. Alors, pour faire un résumé assez court, on suit Ash qui vit dans des quartiers populaires. Voilà, on va dire populaires. Je crois que c'est à Brighton, donc en Angleterre. Et elle vit dans des quartiers assez populaires. Et Ash va rencontrer lors d'une sortie scolaire Poppy, une jeune fille, elle, venue des quartiers un peu plus huppés, et elles vont tomber red dingue amoureuses, mais vraiment red dingue amoureuses, mais tout se passe plutôt bien. La famille de Ash prend bien le fait qu'elle soit gay, ça pose pas vraiment de soucis, enfin tout se passe vraiment bien, leur idylle se fait bien, c'est vraiment très sympa, tout se passe vraiment très bien, sauf qu'en fait, le soir du jour de l'an, la mère de Ash lui avait dit de ne pas en fait aller retrouver Poppy parce que il y avait une soirée familiale, etc. Sauf que Ash va pas l'écouter et elle va partir rejoindre Poppy. Elles vont passer la soirée ensemble et au retour, il va y avoir un problème et Ash va mourir. Sauf que je vous spoile pas le roman, hein, parce que c'est vraiment pas un spoil. Sauf qu'en fait, cette mort n'est pas une vraie mort, puisque Ash va être, je sais plus si c'est la dernière qui meurt de l'année, parce qu'il est pas loin de minuit, voilà, ou si c'est la première, je sais plus c'est lequel des deux, je suis désolée, j'ai un peu la tête dans le coton là, c'est l'un des deux. En tout cas, cette mort particulière fait que, eh bien, Ash devient une faucheuse, voilà. Donc elle continue à voir ce qui se passe, mais les gens ne doivent pas et ne peuvent pas la voir. Sauf que Ash, elle veut pas vivre sans Poppy, mais vraiment pas. Donc elle va essayer de retrouver Poppy par tous les moyens. Alors elle fait la connaissance des autres faucheuses et tout, ça c'était assez rigolo. Et puis elle va essayer par tous les moyens de retrouver Poppy. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais quelqu'un voit une faucheuse, c'est pas très bon signe, hein. Ça veut dire que, eh bien, ça veut dire que la personne risque de mourir. Donc quand Ash cherche Poppy, il faut pas que Poppy puisse la voir en fait. Donc c'est assez compliqué. Voilà. Je vais pas aller au-delà au niveau du résumé, il se passe plein de choses, mais je vais pas aller au-delà. Le roman se coupe réellement en 2 parties. Donc il y a la première partie qui est plutôt ça fait un peu genre contemporain, petite romance LGBT avec Ash et Poppy. C'était hyper mignon, j'ai adoré. Vraiment, la première partie du roman, j'ai vraiment adoré. C'était mignon, elles étaient trop chou et j'ai trouvé ça trop sympa. J'aimais vraiment beaucoup leur histoire. Et puis alors la deuxième partie, moi j'ai pas accroché, voilà. Il se passe plein de choses, je pense que plein de gens vont aimer, parce que vraiment il se passe même plus de choses dans la deuxième partie que dans la première. Mais je sais pas, il y a un truc, j'y arrivais pas. Déjà les autres faucheuses, j'aimais pas tellement leur personnalité, honnêtement. Et non, j'ai vraiment pas accroché en fait. J'ai vraiment pas accroché aux autres. À voir après. Pour si vous aimerez ou pas, mais ce côté-là, j'ai pas aimé. Voilà, du coup, c'est une lecture en demi-teinte pour moi parce que vraiment, j'ai adoré. C'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai vraiment adoré la première partie. La relation entre Ash et Poppy, c'était voilà. Mais pour plein de raisons, hein. Pour des différences culturelles, des différences de niveau de vie sociale, pour plein de raisons. C'était riche, c'était hyper intéressant, mais voilà, autant je vous dis j'ai adoré la première partie, autant la deuxième, moi ça l'a pas fait du tout. Donc c'est dommage, mais je peux quand même vous recommander ce livre parce que c'est hyper original, c'est plutôt bien écrit, et enfin c'est pas mal écrit quoi, et moi j'ai passé un bon moment, et même si la deuxième partie, j'ai pas trop adhéré, j'ai quand même fini le roman et je l'ai lu quoi. Alors là on va arriver à The Découverte. Je ne m'attendais tellement pas à ça, je crois que j'avais même mal compris je pense le résumé, ou je m'y étais pas peut-être assez attardée. Mais alors, quelle
pépite ce livre, mais quelle pépite les gars, je vous jure, mais une pépite, une pépite. Je vous l'ai montré dans ma palle de l'été et je vous ai dit bah tiens je vais le lire tout de suite. Donc il s'agit de Sois beau et tais-toi de Syed M. Massoud aux éditions Pocket Jeunesse. C'était trop bien, vraiment c'était trop bien. Je sais pas pourquoi, j'étais partie de l'idée qu'il y avait une histoire, une romance gay dans le roman, et en fait, mais alors pas du tout, mais vraiment, vraiment, vraiment pas du tout, c'était trop bien. Alors, dans ce roman, on suit Daniel, qui a 19 ans, qui est beau, mais que tout le monde considère comme parfaitement stupide. Il est musulman pakistanais, ça a son importance, faut que je le précise, et il est toujours au lycée, il me semble, c'est ça, il est en dernière année de lycée, et il a vraiment cette particularité, c'est que tout le monde le trouve vraiment magnifique, mais que tout le monde est vraiment convaincu qu'il est stupide, voilà. On ne lui attribue aucune capacité intellectuelle, hein, vraiment, le gars c'est un bulot, quoi. Et il cherche un petit peu l'amour. C'est surtout qu'en fait ses parents essayent de le caser absolument avec une pakistanaise musulmane, et du coup ils arrangent des rencontres. Il va se passer plusieurs choses en parallèle. D'un côté il y a un espèce de concours scolaire, et le prof d'histoire, en voulant jouer un tour, en tout cas c'est ce qu'on croit au début, va sélectionner Daniel va sélectionner Daniel pour qu'il représente la partie histoire, sauf que tout le monde va s'énerver, genre les grosses têtes et tout, ils vont tous s'énerver en se disant oui monsieur, on a compris que vous vouliez le punir, mais c'est pas juste, déjà nous, vous nous privez de la possibilité de briller, et puis lui en plus d'aller le ridiculiser, enfin bref, ça fait vraiment... Tout le monde le prend vraiment très très mal. Il faut savoir que les gagnants de ce concours, en général, gagnent vraiment beaucoup de points pour les universités. Aux États-Unis, c'est vraiment très important d'avoir des points pour intégrer des grandes facs, donc pour eux, il y a un vrai impact. Mais non, le prof n'en démord pas, c'est Daniel qui représentera la partie histoire, et d'ailleurs, le prof veut que Daniel fasse son exposé sur Winston Churchill. Daniel il se dit ok, si je fais plaisir au prof, tout se passera bien, pourquoi pas. Il est pas hyper motivé quand même le gars, hein, mais il se dit bon bah de toute façon j'ai pas le choix, je vais l'écouter, je vais faire sur Winston Churchill. Parallèlement à ça, ses parents vont lui présenter une jeune fille, Bisma. Alors il faut savoir que depuis des années, Daniel est fou amoureux de la sœur jumelle d'un de ses potes, mais vraiment il est fou d'elle quoi, et du coup il accepte les rencontres, mais en général, il laisse pas vraiment de chance aux jeunes femmes qu'il rencontre, parce que lui, de toute façon, dans sa tête et dans son cœur, il y a quelqu'un d'autre. Là, il va rencontrer Bisma, et très rapidement, il va pas comprendre pourquoi elle est sur le marché, entre guillemets, parce que elle est plutôt jolie, elle est intelligente, elle est drôle, elle fait partie d'une très bonne famille, donc il comprend pas, en fait, ce que cette jeune femme pourrait trouver auprès de lui, vu que lui, il est beau mais stupide. On a vraiment cette image, et apparemment, il est vraiment réputé pour ça. Et elle va lui avouer un secret, un très lourd secret, qui fait qu'en fait, effectivement, elle a beau avoir toutes les cases, le problème c'est que dès que le prétendant est au courant de son passé, eh bien, en général, elle est rejetée, et sa famille est un peu humiliée. Donc, elle va lui dire, en pensant que lui va partir, et en fait, lui il s'en fout un peu, il lui dit que, bon, voilà, c'est son passé, c'est comme ça, qu'on peut pas tous être parfaits, et que c'est la vie, en fait. Et il le prend plutôt bien, et du coup Bisma et Daniel vont commencer à devenir amis et à développer une forte amitié, etc. Parallèlement à ça, lui il est toujours embêté avec cette histoire de concours en fait, et de projets qu'il va devoir présenter. Beaucoup de gens lui disent écoute, t'embête pas, reste sur le truc de Churchill comme le prof te l'a demandé, tu fais quelques recherches à la bibliothèque, c'est bon, le truc c'est juste de sauver la face. Sauf qu'en fait, quand il va en parler à ses parents, la réaction du père de Daniel va le choquer, en fait. Quand Daniel va lui dire, écoute, voilà, moi, mon prof veut que je fasse un truc sur Churchill, qu'est-ce que t'en penses et tout, son père, pareil, hein, son père pense que son fils est un parfait crétin. C'était vraiment horrible, en fait, de voir ça, tu te dis, mais mon Dieu, enfin, c'est ouf à quel point à quel point personne ne peut concevoir qu'il est capable de faire quelque chose, enfin, c'est hallucinant, et tout ça parce que, j'ai oublié de préciser, tout ça parce qu'il est passionné de cuisine, et que lui, son seul rêve, c'est d'ouvrir un restaurant, mais ça, personne ne le conçoit, et pour eux, en fait, c'est juste une preuve de plus qu'il est stupide, quoi. Bref, faire quelque chose de manuel, c'est être débile.
apparemment. Donc il parle à son père de cette histoire de Churchill et son père réagit de façon assez virulente en lui disant « Ah, pas celui-là et tout, mais c'est un scandale, nan, je sais pas quoi et tout ». Et en fait, Daniel, il comprend pas. Il sait pas pourquoi son père le prend comme ça, parce que lui, les seules choses qu'il sait sur Winston Churchill, c'est ce qu'il a appris à l'école. Donc c'est ce que le programme américain lui apprend, lui inculque, et programme américain qui ne va pas bien sûr dévoiler des choses. Voilà, on va pas te parler du fait que on a maltraité les Indiens d'Amérique, je parle, et qu'on les parque dans des endroits. On va pas te parler de tout ça parce que bah, c'est pas un truc ça fait pas dorer le blason américain, donc forcément on t'en parle pas. Et de tout ce qu'a pu faire Churchill, c'est pareil, on va pas tellement t'en parler, quoi. Je suis en train de faire le montage et je suis en train de me rendre compte que tout n'est pas très très clair dans ce que je suis en train de dire. Donc déjà, petite précision pour éviter de l'avoir dans les commentaires, je sais pertinemment que Churchill est anglais et que la colonisation de l'Inde, donc le pays Inde, a été fait par les Anglais. L'exemple que je donnais par rapport aux Indiens d'Amérique, c'était juste en gros pour signaler que très souvent dans le système scolaire et dans l'apprentissage des pays colonisateurs, on ne parle pas de justement du mal qui a pu être fait aux pays colonisés, et c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui se passe là dans le cas du roman, puisque le prof qui est américain est totalement fan de Churchill. Quand il va parler de cet homme-là à ses élèves, il ne va donner que ce que les ouvrages scolaires retiennent, donc il ne va pas parler des famines, il ne va pas parler de tout le tort qu'a causé la colonisation. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu plus clair, mais je voulais juste donner ces précisions. Et bref, du coup, Daniel va commencer à creuser et il va découvrir que voilà, que Churchill est responsable d'une importante je sais pas comment, en fait j'aimerais que vous puissiez vous-même le découvrir et aller faire vos propres recherches, mais en gros que Churchill a contribué très très fortement à ce que de nombreux Indiens, donc là en Inde et au Pakistan, donc pendant la colonisation, etc., il a quand même contribué à une grosse famine et à plein de choses pas très très jolies. Donc il y a tout un débat pendant un moment entre le prof et Daniel sur justement le fait que oui, mais pendant cette colonisation, on a amené des médecins, de la culture, la lecture, enfin tout ça. Est-ce que tu penses que ça valait pas le coup? Avec l'autre côté, Daniel, qui est plus du côté... qui a un autre point de vue, en fait, et qui va lui expliquer que non, en fait, il a privé les gens de leurs propres droits, de leur terre, qu'il les a détruits finalement d'une certaine façon. Voilà, il y a vraiment tout ce rapport et c'est hyper intéressant pour tous ceux qui... En fait, si vous connaissez pas toute cette partie de l'histoire, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai été faire plein de recherches. J'adore ça, vous savez que je suis un peu Madame Google. J'ai trouvé ça passionnant. Et en fait, c'est ça que j'ai adoré dans ce roman, c'est qu'en fait, on te montre que... Alors déjà, on te montre qu'il faut pas se fier aux apparences. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé génial. Parce que voilà, Daniel, beau gosse, donc stupide. Beau gosse qui en plus aime la cuisine, donc doublement stupide. Donc voilà, on te dit déjà qu'il faut pas te fier aux apparences parce que il est largement capable de faire un exposé historique. Il suffit qu'il se concentre et qu'il ait envie de le faire et il n'y a pas de problème. Tout comme il faut pas se fier aux actes que certaines personnes font et qu'on peut avoir une seconde chance. Ça, c'est la partie sur Bisma qui a fait une erreur, entre guillemets, mais qui n'est pas à blâmer toute sa vie pour une erreur. Et puis on a tout ce côté justement sur la partie historique que j'ai trouvé hyper intéressante. Alors attention, n'ayez pas peur, c'est pas le truc hyper lourd qui est traité tout le long du roman. C'est vraiment... en fait, le roman est fait de façon à ce que ce soit un petit peu en fond par rapport au concours auquel Daniel doit participer. Donc juste assez pour piquer ta curiosité, mais pas trop pour ne pas t'étouffer si tu n'aimes pas l'histoire, quoi. Mais moi j'ai trouvé ça passionnant parce que ça m'a... Voilà, j'ai eu envie de faire encore plus de recherches. Je trouve que toute la partie historique sur la colonisation de l'Inde est vraiment... mais je trouve ça passionnant. J'ai lu plusieurs romans sur le sujet et je trouve ça passionnant. D'ailleurs, si vous avez des titres à me suggérer...
n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce que vraiment c'est une période de l'histoire, je trouve, dont on parle assez peu, en tout cas en Occident, et j'ai vraiment envie en fait d'en savoir plus tout simplement, et ce roman t'amène à ça, et j'adore les romans qui te font réfléchir, j'adore les romans qui me font googliser derrière en fait, c'est un truc, pour moi si en fermant un livre j'ai qu'une envie, c'est d'aller faire des recherches sur Google, c'est qu'il a réussi son taf. Je vous recommande vraiment ce roman, il est super chouette, les personnages sont hyper attachants, et ne vous arrêtez pas à ce que je vous ai dit sur Churchill, parce que vraiment, c'est bien plus que ça, ce roman, les personnages sont vraiment hyper attachants, il y a plein de messages positifs, il y a plein de choses hyper positives, et c'est vraiment trop bien. On a de la diversité culturelle, on a plein de choses, il est extrêmement riche, et moi je l'ai très peu vu passer dernièrement, donc vraiment je vous le conseille de tout cœur. Foncez vers ce titre, vous allez vraiment... Enfin, c'était vraiment bien. C'est un contemporain jeunesse qui est... Enfin, moi j'ai adoré. Franchement, j'ai juste adoré, et je suis tellement contente de l'avoir lu. Et voilà, parce qu'en plus, je vous dis, si je m'étais arrêtée à l'idée que j'avais du livre, j'y serais peut-être pas allée tout de suite, ça aurait été trop dommage. Bref, il était génial. Ensuite, je vais vous parler d'un petit roman. Quand je suis allée à Saint-Maur-en-Poche, je suis allée voir Mathieu Ménégo, et on a discuté de Femmes en colère. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter si ça vous intéresse. Donc, vous vous souvenez, quand j'ai lu Femmes en colère, il a fallu que je vous en parle tout de suite parce que moi, il m'a pris aux tripes ce roman. Et vous avez été très nombreux à lire le livre derrière. Et on a eu plein d'échanges, c'était passionnant, j'ai adoré. Parce qu'il y a cette fameuse phrase à la fin du roman qui, pour beaucoup, gâchait l'histoire. Et en fait, l'auteur m'a expliqué qu'à la base, cette phrase n'était pas dans le livre. Voilà. À la base, cette phrase n'était pas du tout dans le roman, et qu'en fait, je vous mets la couve là, et qu'en fait, au bout d'un moment, il s'est dit, en fait, il l'a écrit pendant le confinement, et il s'est dit, ah, ça manque d'un petit truc, j'ai envie d'un truc qui titille un peu, et il a mis cette phrase. Voilà, ça lui a pris comme une envie de pisser, hein. Il a mis cette phrase, et même son éditrice lui a dit, ouh là là, t'es sûre et tout. Et lui, il s'est dit, ouais, j'ai envie, tu vois, voilà. Alors, je peux pas débattre sur ce qu'il m'a dit exactement ensuite par rapport à cette phrase, parce que ceux qui ne l'ont pas lu, ça va vous spoiler à mort. Mais sachez que le but était vraiment de laisser à chacun sa libre interprétation. Donc, tous les débats que j'ai pu avoir avec vous, ceux qui pensaient du bien ou du mal du roman, peu importe, eh bien, c'était votre propre interprétation au moment, à l'instant T, en fait. Peut-être que si vous aviez lu le livre 1 an plus tard, ou 6 mois plus tard, j'en sais rien, ou dans un autre état d'esprit et tout, vous l'auriez peut-être vu complètement différemment, et c'est un peu la magie de ce roman, je trouve, et bref, du coup, ça me fait aimer encore plus le livre, parce que, effectivement, c'est une fin ouverte entre guillemets, mais non, c'était vraiment super chouette. Bref, donc j'ai discuté avec lui de Femmes en colère, et je lui ai dit que j'avais lu Je me suis tue, et que j'avais beaucoup aimé, et il m'a dit, ah là là, il faut absolument que tu lises un fils parfait. Donc il me l'a un peu mis dans les mains, tu vois. Il me l'a dédicacé, je crois aussi, je me souviens même plus. Ouais, il me l'a dédicacé. Donc il me l'a mis dans les mains, et en fait, le soir même, j'avais trop envie de savoir de quoi ça causait, et je l'ai lu direct. Donc je l'ai lu dans la soirée. Après, il est très court, hein. Il fait 160 pages, c'est extrêmement court. Et j'ai bien aimé, franchement, j'ai vraiment bien aimé. En fait, on retrouve... Alors, il m'expliquait, donc il écrit de deux points de vue, des femmes, et puis du point de vue de l'homme. Là, tous les livres que j'ai lus, moi, pour l'instant, de Mathieu Ménégo, le point de vue était celui d'une femme. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu la construction, les mêmes mécanismes. Voilà, on sent qu'il a envie de dénoncer certaines... je sais pas si on peut dire injustice, mais en tout cas certaines incohérences de la loi, certaines injustices aussi, hein, parce que dans Femmes en colère, c'est... Voilà. Il aime bien dénoncer certaines choses comme ça. Je trouve que personnellement sa force, c'est justement de réussir à aussi bien se mettre dans la peau d'une femme. Je trouve ça assez dingue. Bref, donc Un fils parfait, c'est une espèce de lettre qu'une jeune femme écrit à sa belle-mère pour lui parler de son fameux fils parfait, donc son mari à elle, et elle explique sa vie, voilà, sa vie à elle et à son époux en fait, et elle déroule leur histoire,
pour lui faire comprendre ce qui s'est, voilà, ou pourquoi ils en sont arrivés là. C'est l'histoire d'une femme qui pensait avoir une vie parfaite, qui a eu 2 petites filles avec l'homme qu'elle aimait, qui pensait avoir une chance inouïe parce que l'homme qu'elle aime voilà, l'a laissé s'épanouir dans sa vie professionnelle, qu'elle avait un boulot très prenant, donc elle était absente 3 à 4 jours par semaine, mais lui gérait tout, les enfants, la maison, les papiers, tout, et elle pouvait se concentrer à ces instants-là sur son travail, et quand elle rentrait, profiter de ses filles. Elle pensait réellement avoir une vie idéale, une vie parfaite, jusqu'au moment où tout va un petit peu exploser, et où elle va apprendre que cet homme, au lieu d'être un homme parfait, comme elle l'imaginait, est un putain de monstre. Un putain de monstre qui a fait du mal à ses filles pendant toutes ces périodes où elle était absente. Je vous dis volontairement le thème parce que moi je l'ignorais et c'est dur, je trouve. Et bref, on va suivre tout se dérouler et l'implication, enfin, la réaction de la justice, finalement le fait que c'est très compliqué de vous parler de tout ça sans vous raconter l'histoire, mais par exemple le fait que la première réaction viscérale de cette maman va lui porter préjudice, parce que lui est quand même très très malin et va se servir de tout ce qu'elle peut faire contre elle en fait, pour récupérer les gamines. Le fait que, encore une fois, la justice n'a de juste que l'appellation en fait, parce que finalement on applique des lois, mais est-ce qu'elles sont réellement justes par rapport à une situation? Pas forcément. Voilà, il dénonce encore une fois. Et c'était ouf. Il y a des scènes... En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que dans ces livres, les femmes... Voilà, parce que bon, c'est souvent les hommes qui sont mis en cause, en tout cas dans les romans que moi j'ai lus, mais les femmes qui sont les narratrices des histoires sont très loin d'être parfaites. Alors on comprend pourquoi elles agissent ainsi, et encore parfois non. Et encore dans ce cas-là, la femme est loin d'être parfaite, hein. C'est-à-dire que ouais, vraiment elle est loin d'être parfaite par rapport à ses réactions, par rapport à ses filles, et tu te poses plein de questions et tu te dis mais est-ce que moi aussi j'aurais réagi comme ça? Non, c'est pas possible. Ça te fait aussi toi te remettre en question. Enfin bref, encore une fois, pour moi c'est une belle réussite. Je suis toujours autant bluffée de voir à quel point il arrive à se mettre dans la peau d'une femme, à quel point il aime dénoncer tout ça aussi, et ça c'est pour ça que je pense que j'aime bien ses écrits. Et puis la force de ces histoires, les rebondissements qu'on a constamment, sachant que c'est toujours des romans très très courts, voilà. Donc j'aime toujours autant. Alors c'est pas, voilà, moi je reste vraiment sur Femmes en colère que j'ai adoré. Je me suis tue était dingue aussi, enfin bref. J'aime toujours autant ce qu'il fait. Maintenant c'est vrai que je vais peut-être essayer un de ces romans écrits d'un point de vue masculin. Après il n'y a pas encore 50 romans de sortie, hein, donc j'en ai encore quelques-uns à lire, mais j'en ai pas non plus pléthore. Et là ce que j'aimais bien c'était la façon dont c'était fait, genre comme si cette femme écrivait une lettre à sa belle-mère. Donc j'ai bien aimé, c'était vraiment très cool. Donc merci à Monsieur Ménégo de me l'avoir conseillé, j'ai passé un très chouette moment. Et ensuite, je vais vous parler d'une BD, mais je vous jure, c'est... je l'ai lu il y a super longtemps, et en fait, elle est en bas de la pile des romans à chroniquer, et je zappe tout le temps. Donc j'ai lu Perséphone, le tourment d'Hadès, d'Alison Shaw, aux éditions Achilleos, qu'ils m'ont très gentiment envoyé. C'est vraiment un très 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 bel ouvrage. J'ai beaucoup aimé les dessins, c'était assez chouette. Maintenant, il y a très peu de lecture, voilà, c'est un roman graphique avec très peu de lecture. Je vous le montre. Ouais, j'aurais pu faire d'autres plans, mais j'ai pas une forme olympique comme vous avez pu le comprendre. Voilà, donc c'est juste, je vais pas repartir dans le résumé, c'est l'histoire d'Hadès et Perséphone. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que je pensais que... En fait, je sais pas comment expliquer. Déjà, on nous met peu dans le contexte parce que c'est vraiment la rencontre d'Hadès et de Perséphone, leur coup de foudre. Ce coup de foudre que Hadès ne comprend pas, vraiment, il comprend pas du tout. Et puis, un petit peu le jeu de la guéguerre entre les dieux. Mais ça reste quand même très en... Comment dire ? Ça reste très en surface. Vraiment, et on est vraiment juste sur leur histoire d'amour, mais sans rentrer principalement dans l'histoire. Maintenant faut avoir envie de découvrir ça en graphique tout simplement, et
Et voilà, moi je vous dis, j'ai bien aimé les planches, donc j'ai trouvé ça assez agréable à regarder, et j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que j'ai pas énormément de choses à dire sur le texte. C'est peut-être pour ça que j'ai mis du temps à vous en parler. Vous voyez derrière, même derrière, en fait le résumé de derrière, c'est toute l'histoire. Ils mettent une manigance ratée d'Apollon conduit Perséphone à rencontrer le beau et mystérieux Hadès, instantanément frappé par une flèche d'amour d'Eros. Dès lors, le dieu des enfers doit lutter contre l'envie d'être proche d'elle, refusant de perdre le contrôle de ses sentiments. Mais ce même désir ne fait-il pas également rage dans le cœur de Perséphone? C'est exactement ça, et c'est tout en fait. Il n'y a rien d'autre, mais c'était sympa, franchement c'était vraiment... Moi j'ai passé un chouette moment de découverte, donc voilà. Si vous le voyez en médiathèque, bah, feuilletez-le peut-être, voilà. Donc voilà, je vais vous laisser, je commence à être très fatiguée. Et j'ai une laryngite qui me... J'ai jamais été aussi fatiguée pour une laryngite, c'est un peu l'enfer. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert certains titres. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, s'il y en a qui vous tentent. Vraiment, j'espère que vous en découvrirez certains, parce qu'il y en a quand même 3 qui sont très bons dans ce point lecture. Vraiment, je pense à Adley et Grace, je pense au Mathieu Ménégo, donc Un fils parfait. Et puis Sois beau et tais-toi. Voilà, je les ai... Bon, ils sont tous les 3 dans le même point lecture, mais comme c'est vraiment destiné à 3 publics différents, enfin, bon, sauf vous savez que moi je lis vraiment de tout, mais c'est vrai que voilà, c'est pas forcément les mêmes types de lecteurs qui vont se tourner vers ces romans-là. Je pense que je vais pas vous faire plein d'achats, tu vois. En tout cas, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me parler de vos dernières lectures, etc. On se retrouve dans quelques jours, en espérant que je sois moins naze. Je vais vous tourner un book haul. Je pense que vous l'aurez d'ici un jour ou deux. Et puis après, on se retrouve au mois de juillet pour les summer vlogs. Et puis voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.